Le cœur battant, Claire posa l'assiette devant l'homme aux yeux grisaciers qui occupait la table du fond depuis 3 heures. 32 ans de service dans ce bistrot parisien, et jamais elle n'avait croisé un regard pareil. Un regard qui vous déshabillait l'âme, pas le corps. « Restez ce soir », murmura-t-il sans lever les yeux de son téléphone. Sa voix grave fit vibrer quelque chose au creux de son ventre, un frisson qu'elle croyait mort depuis le départ de son mari. « Et je change votre vie ». Elle aurait dû rire. À 48 ans, avec ses mains abîmées par l'eau de vaisselle et ses pieds gonflés dans des chaussures d'occasion, elle connaissait la valeur des promesses d'hommes en costume sur mesure. Elle ne valait rien. Pourtant, quand il releva enfin la tête, quelque chose dans son expression la cloua sur place. Ce n'était pas du désir, c'était pire, c'était de la reconnaissance, comme s'il la voyait vraiment, comme si elle existait enfin après toutes ces années d'invisibilité. « Je ne suis pas ce genre de femme », répondit-elle d'une voix qu'elle voulait ferme, mais qui tremblait légèrement. Un sourire étira ses lèvres. Pas un sourire de séduction, un sourire triste, presque douloureux. « Je le sais, c'est exactement pour ça que je vous le demande. Dans 6 heures, Claire Moreau découvrirait que certaines décisions se prennent avec les tripes, pas avec la raison. Dans 6 heures, sa vie basculerait d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais pour l'instant, elle tenait encore une carafe de vin entre ses mains tremblantes, et le monde continuait de tourner comme si rien n'allait exploser. Si vous voulez découvrir ce qui arrive à Claire, likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis qui méritent de croire encore au miracle, et abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire de transformation et d'espoir. La pluie tambourinait contre les vitres du petit navire, ce bistrot du 11e arrondissement que les touristes ne trouvaient jamais. Claire essuyait le même verre depuis 5 minutes, perdue dans ses pensées moroses. Octobre touchait à sa fin, et avec lui les dernières illusions qu'elle nourrissait encore sur sa vie. 8 ans, divorcée depuis 3 ans, 2 enfants adultes qui l'appelaient seulement quand ils avaient besoin d'argent qu'elle n'avait pas, un studio de 20 mètres carrés à Montreuil où l'humidité dessinait des paysages lunaires sur les murs. Et ces mains qui avaient été belles autrefois, quand elle rêvait encore de devenir pianiste, avant que la vie ne décide autrement. Le bistrot se vidait lentement. Les habitués réglaient leurs additions en maugréant contre la météo, contre le gouvernement, contre tout ce qui pouvait servir d'exutoire à leur propre déception. Claire connaissait la chanson. Elle la fredonnait elle-même intérieurement depuis si longtemps. Seul l'homme de la table 7 restait immobile, le regard fixé sur l'écran de son ordinateur. Il était arrivé à 14 heures, avait commandé un expresso qu'il n'avait pas touché puis plus rien. Patrick, le patron, lui avait lancé plusieurs regards agacés, mais quelque chose chez cet inconnu imposait le silence. Peut-être son costume impeccable qui criait l'argent. Peut-être cette intensité qui émanait de lui comme une onde invisible. Claire jeta un coup d'œil à la pendule. 19h30. Dans 30 minutes, son service se terminait et elle pourrait enfin retirer ses chaussures qui lui sciaient les pieds. 30 minutes avant de retrouver son studio glacé et sa solitude tiède. Elle ne savait pas encore que ces 30 minutes allaient durer une éternité. L'homme referma son ordinateur avec un geste précis qui trahissait des années de pratique. Claire sentit son regard sur elle, avant même de lever les yeux. Un regard pesant, évaluateur, mais étrangement dénué de cette arrogance qu'elle avait appris à reconnaître chez les hommes de pouvoir. « Vous fermez bientôt ?» Sa voix résonnait avec un accent du sud-ouest, presque imperceptible, mais là, quand même, comme une cicatrice qu'on essaie de cacher. « Dans 25 minutes, monsieur. » Claire s'approcha, bloc-notes à la main par pur réflexe professionnel. « Vous désirez autre chose ?» Il esquissa un sourire qui ne monta pas jusqu'à ses yeux gris. Une conversation. Ça se commande. Elle aurait dû partir, prétendre ne pas avoir entendu. Mais quelque chose dans la façon dont il avait formulé sa demande, presque avec humilité, la retint. Les conversations sont gratuites, mais je doute qu'elles valent grand-chose ici. Asseyez-vous. Ce n'était pas un ordre, plutôt une invitation murmurée avec une telle lassitude que Claire se surprit à tirer une chaise. Patrick lui jetterait un regard réprobateur depuis le comptoir, mais Patrick pouvait aller se faire voir. 32 ans qu'elle travaillait ici, elle pouvait bien s'asseoir 5 minutes.
Je m'appelle Julien Mercier, dit-il en étendant la main. Une main soignée, aux ongles. Parfait. Une main qui n'avait jamais plongé dans l'eau grasse d'un évier de restaurant. Et vous êtes Claire, Claire Moreau. Le sang se glaça dans ses veines. Comment connaissez-vous mon nom? Il eut un geste vague vers son badge, mais ils savaient tous les deux que ce badge était trop petit pour être lu depuis sa table. Claire sentit la panique monter. Cette vieille amie qui la visitait régulièrement depuis son divorce. « Je ne suis pas un pervers », dit-il calmement, comme s'il lisait dans ses pensées. « Je suis PDG de Mercier Technologies. Vous connaissez ?» Elle secoua la tête. Les seules technologies qu'elle connaissait étaient la machine à laver qui fuyait et le micro-ondes qui émettait des bruits inquiétants. 3000 employés, 2 milliards de chiffre d'affaires, des bureaux dans 15 pays. Il récita ces chiffres comme on récite une liste de courses, sans passion. Et je suis en train de tout perdre. Claire cligna des yeux. Les hommes riches ne déballaient pas leurs problèmes à des serveuses inconnues. Ils payaient des thérapeutes à 300 € l'heure pour ça. Je ne comprends pas ce que ma femme me quitte, la coupa-t-il. Pas avec brusquerie, mais comme si les mots lui écorchèrent la gorge. Enfin, mon ex-femme maintenant. Le divorce a été prononcé hier. Elle obtient la garde de nos 2 filles. Je les vois un week-end sur 2, et encore, si mon emploi du temps le permet. Il rit, un son creux qui résonna étrangement dans le bistrot presque vide. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Que j'étais mort depuis 10 ans, que je respirais, que je parlais, que je baisais, même parfois, mais que j'étais mort à l'intérieur. Et vous savez le pire? Claire secoua la tête, hypnotisée malgré elle. Elle avait raison. Le silence s'installa, pesant comme une chape de plomb. Patrick toussota bruyamment depuis le comptoir, signal clair qu'il était temps de mettre fin à cette conversation inappropriée. Claire l'ignora. « Pourquoi me racontez-vous ça, Julien ?» Mercier la regarda vraiment pour la première fois, et dans ce regard, Claire vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années dans les yeux d'un homme, de la vulnérabilité pure. « Parce que vous êtes vivante, » dit-il simplement. « Je vous observe depuis 3 heures. La façon dont vous souriez à la vieille dame qui commande toujours la même chose. Comment vous avez glissé un croissant supplémentaire dans le sac du SDF qui traîne dehors. La manière dont vous fredonnez en essuyant les verres quand vous pensez que personne ne regarde. Vous êtes vivante, Claire Moreau, et moi, je suis mort. » Elle aurait dû rire de ce mélodrame. Mais il y avait quelque chose de si désespérément sincère dans sa voix qu'elle sentit sa gorge se serrer. « Qu'est-ce que vous voulez? Apprenez-moi. » Il se pencha en avant et elle sentit son eau de Cologne, quelque chose de boisé et de chair. « Apprenez-moi à être vivant. Restez ce soir. Dînez avec moi. Parlez-moi. Montrez-moi comment vous faites pour ne pas être morte après tout ce que la vie vous a fait. Vous ne savez rien de ce que la vie m'a fait, répliqua-t-elle avec plus d'amertume qu'elle ne l'aurait voulu. Non, admit-il, mais je peux le voir sur votre visage. Je reconnais les cicatrices. Les miennes sont juste moins visibles. Patrick éteignit ostensiblement les lumières de la salle principale. Message reçu. Claire se leva, ses genoux craquant de façon embarrassante. Je ne suis pas une thérapeute, monsieur Mercier. Et je ne suis certainement pas une call girl qu'on achète avec des promesses. Je le sais. Il se leva aussi, la dominant de toute sa hauteur. C'est pour ça que je vous fais cette proposition. Restez ce soir, et je change votre vie. Pas avec de l'argent, avec quelque chose de plus précieux. Quoi donc? Il sourit, et pour la première fois, ce sourire atteignit ses yeux. La vérité. Claire se tenait devant le miroir embué des toilettes du bistrot, le cœur battant comme un tambour affolé. Son reflet lui renvoyait l'image d'une femme fatiguée, aux cheveux châtains striés de fils gris qu'elle n'avait plus l'énergie de teindre, aux cernes mauves qui témoignaient de trop de nuits d'insomnie. « Tu es folle », murmura-t-elle à son reflet, complètement folle. Pourtant, ses mains tremblantes défaisaient déjà son tablier. Elle sortit de son sac à main un tube de rouge à lèvres presque vide, cadeau de sa fille Léa pour ses 45 ans, qu'elle n'avait jamais utilisé. Le rouge lui sembla obscène sur ses lèvres pâles, comme un mensonge qu'on se raconte. Elle l'effaça d'un geste rageur. Quand elle ressortit, Julien Mercier l'attendait debout près de la porte, son manteau de cachemire sur le bras.
Patrick avait déjà éteint toutes les lumières, sauf celle du comptoir, où il comptait la recette avec des gestes saccadés qui trahissaient son irritation. « Claire, tu fermes en partant », lança-t-il sans lever les yeux. « Un ordre, pas une question. Bonne soirée, Patrick. » Elle récupéra son imperméable et l'y mit sur le porte-manteau. Julien le prit avant qu'elle ne puisse l'enfiler et le lui tint avec une courtoisie désuète. Le geste la mit mal à l'aise. Personne ne lui tenait son manteau depuis une éternité. La pluie avait redoublé d'intensité. Une Mercedes noire attendait le long du trottoir, feu de détresse allumé. Un chauffeur en sortit avec un parapluie. « Où allons-nous » demanda Claire, soudain terrifiée. « Là où on peut parler sans que votre patron nous fusille du regard. » Le chauffeur ouvrit la portière arrière. L'intérieur sentait le cuir neuf et cette odeur indéfinissable de l'argent, propre et froide. Claire hésita sur le trottoir mouillé, consciente du ridicule de sa situation. Une serveuse de 48 ans qui monte dans la voiture d'un inconnu, sous prétexte qu'il lui a promis la vérité. « Je peux appeler un taxi si vous préférez suivre », proposa Julien, devinant son malaise. « Je ne voudrais pas que vous vous sentiez piégé. » Cette attention inattendue décida Claire. Elle monta dans la voiture. Le chauffeur démarra sans un mot. À travers la vitre teintée, Paris défilait comme dans un film, lointaine et irréelle. Les lumières des vitrines, les couples pressés sous leurs parapluies, les terrasses où des jeunes gens riaient en fumant leurs cigarettes. Un monde auquel elle ne participait plus depuis si longtemps. « Vous avez peur de moi ?» demanda Julien. Claire réfléchit honnêtement à la question. « Non, j'ai peur de moi. De ce que je suis en train de faire, c'est déjà un début. » Ils traversèrent le pont Alexandre III. Les dorures brillaient sous la pluie, comme des promesses mensongères. Claire aperçut son reflet dans la vitre et détourna vite les yeux. « Où allons-nous » insista-t-elle. « Dans un endroit où j'aurais dû aller il y a des années. » Réponse évasive, mais elle n'insista pas. La voiture ralentit devant un immeuble haussmannien du 16e arrondissement. Pas un restaurant. Un immeuble d'habitation, avec son code d'entrée et son hall en marbre. « C'est chez vous », constata Claire d'une voix plate. « Oui, je ne monterai pas, je ne vous le demande pas. » Il sortit de la voiture, fit le tour et lui ouvrit la portière. « Venez. » Contre toute logique, elle le suivit sous le porche. Il ne se dirigea pas vers l'ascenseur, mais vers une porte dérobée qui donnait sur un escalier de service. Ils descendirent dans une semi-obscurité qui sentait le renfermé et la pierre ancienne. « Vous m'emmenez dans votre cave pour me découper en morceaux ?» tenta Claire sur le ton de la plaisanterie, mais sa voix tremblait. « Non, je vous emmène dans mon refuge. » L'escalier débouchait sur une cave voûtée qui avait été transformée en quelque chose d'extraordinaire. Des étagères couvertes de livres couraient le long des murs de pierre. Un vieux canapé en cuir fatigué faisait face à une cheminée où des bûches attendaient d'être allumées. Des bougies partout, des dizaines de bougies de toute taille. Et sur les murs, des photographies en noir et blanc de paysages sauvages. « C'est magnifique », souffla Claire malgré elle. Julien s'affairait déjà à allumer les bougies. La lumière dansante révélait des détails touchants. Un plaid tricoté main jetée négligemment sur l'accoudoir du canapé, une tasse de café oubliée sur une pile de livres, un vieux tourne-disque avec une collection de vinyles. Ma femme ne venait jamais ici. Elle disait que c'était déprimant. Un homme de mon âge qui se cache dans une cave comme un adolescent. Il alluma la dernière bougie. Elle avait raison probablement, mais c'est le seul endroit où je respirais encore. Claire avança lentement, comme dans un musée. Elle effleura la tranche d'un livre. Camus, L'étranger. Un autre, Proust. Des classiques, mais avec des couvertures fatiguées qui témoignaient de lectures répétées. Vous lisez vraiment tout ça? C'est tout ce que je fais ici. Je lis, je pense, j'essaie de comprendre où tout a dérapé. Il se laissa tomber sur le canapé avec un soupir épuisé. Soudain, ressemblait plus à un PDG tout-puissant, mais à un homme vieillissant et perdu. Asseyez-vous, Claire, s'il vous plaît. Je ne vous toucherai pas, je veux juste parler. Elle s'assit dans le fauteuil en face, pas sur le canapé. Gardez les distances. Pourquoi moi? Parce que vous n'avez rien à gagner. Vous n'êtes pas une employée que je peux impressionner. Pas une relation d'affaires que je dois séduire. Vous êtes juste une femme qui essuie des verres dans un bistrot et qui fredonne quand elle...
Je pense que personne ne l'entend. Il la regarda intensément. Et vous me rappelez qui j'étais avant de devenir celui que je suis devenu. Qui étiez-vous? Un sourire triste. Un garçon qui rêvait de changer le monde, qui croyait que la technologie pouvait rendre les gens plus heureux, qui aimait sa femme au point d'avoir mal. Il ferma les yeux. Et puis, j'ai construit mon empire. Et l'empire m'a dévoré. Claire ne dit rien. Les mots de cet inconnu résonnaient étrangement avec sa propre histoire. Elle aussi avait été quelqu'un d'autre autrefois, une jeune femme qui rêvait de Chopin et de scènes de concert. « Et vous ?» demanda Julien en rouvrant les yeux. « Qui étiez-vous avant ?» La question flotta dans l'air enfumé de la cave, lourde de toutes les réponses que Claire n'avait jamais données à personne. Elle observa ses mains abîmées posées sur ses genoux, ses mains qui racontaient toute son histoire mieux que des mots. « Je jouais du piano », dit-elle finalement, surprise d'entendre sa propre voix. Pas comme une amatrice, vraiment. J'ai fait le conservatoire de Paris. J'avais 18 ans et je rêvais de Carnegie Hall. Julien ne dit rien, se contentant d'écouter avec cette attention totale qui vous donne envie de vider son sac. Mon professeur disait que j'avais quelque chose, ce feu intérieur que tous les virtuoses possèdent. J'ai rencontré Marc pendant ma dernière année. Il étudiait le droit, il était beau, drôle, ambitieux. Il m'aimait, je crois, à sa façon. Elle rit. Doucement, un son sans joie. Il m'a demandé en mariage 3 mois après notre rencontre. J'avais 22 ans. J'ai dit oui parce que je l'aimais et parce que ma mère me répétait qu'une carrière musicale, c'était bien joli, mais qu'une femme devait penser à sa sécurité. Alors, j'ai pensé que je pouvais avoir les deux, l'amour et la musique. Elle se tut un moment, perdue dans ses souvenirs. Julien attendait, immobile comme une statue. Léa est née 10 mois après le mariage. Thomas, 2 ans. Un plus tard, Marc gagnait bien sa vie comme avocat, mais pas assez pour que je puisse me permettre de continuer mes cours au conservatoire. Pas assez pour une nounou à plein temps. Alors j'ai arrêté. Temporairement, je me disais. Juste le temps que les enfants grandissent un peu. Mais ils n'ont jamais vraiment grandi, murmura Julien. Non. Il y a toujours eu une raison, une rentrée scolaire difficile, une maladie, un déménagement. Et puis Marc est devenu associé dans son cabinet. Il rentrait de plus en plus tard. Les week-ends, il avait des dossiers urgents. Je me suis retrouvé seul avec 2 enfants et un piano que je n'ouvrais plus, parce qu'à chaque fois, c'était comme enfoncer un couteau dans mon cœur. Claire sentit les larmes monter, mais les repoussa. Elle n'allait pas pleurer devant cet inconnu. Un jour, j'ai voulu reprendre. Les enfants avaient 12 et 10 ans. Ils étaient assez grands. J'ai appelé le conservatoire. Ils m'ont dit très poliment que j'étais trop vieille, que mes doigts avaient perdu leur souplesse, que j'avais raté le coche. J'avais 34 ans. Et votre mari, Marc Harry, il a dit que c'était mignon que je m'accroche encore à ses rêves d'adolescente, mais qu'il était temps de grandir, qu'on avait une vie confortable et que je devrais être reconnaissante. Tant. La chaleur enveloppait Claire comme une couverture, déliant des nœuds qu'elle portait depuis si longtemps. Il m'a trompé pendant 5 ans avec sa secrétaire, une fille de 25 ans qui ne savait pas jouer du piano, mais qui savait rire à ses blagues idiotes. Quand je l'ai découvert, il n'a même pas nié. Il a dit que c'était ma faute, que j'étais devenu terne, que j'avais laissé aller mon corps, mon esprit, tout, qu'il avait besoin d'une femme qui le fasse encore se sentir vivant. Ordure, lâcha Julien avec une violence contenue. Claire haussa les épaules. Il avait peut-être raison. Je m'étais laissé disparaître. Une bouchée à la fois, une année à la fois, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le divorce a été prononcé il y a 3 ans. Il a eu la maison, j'ai eu des dettes et un studio à Montreuil. Les enfants ont choisi leur père. Pas par méchanceté, juste parce qu'avec lui, ils avaient encore une chambre individuelle et des vacances aux Maldives. Elle regarda Julien en face pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à parler. Alors voilà qui j'étais avant. Une idiote qui a cru qu'on pouvait mettre ses rêves en pause. Et maintenant, je suis une serveuse qui fredonne Chopin en essuyant des verres parce que c'est tout ce qu'il me reste de ma vie d'avant. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. C'était le silence de 2 naufragés qui se reconnaissent. « Vous avez encore un piano ?» demanda finalement Julien.
Non, je l'ai vendu pour payer le loyer du premier mois de mon studio. C'est criminel. Claire rit, un vrai rire cette fois. C'est la vie. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Julien se leva brusquement et disparut. Derrière une tenture que Claire n'avait pas remarquée, elle entendit des bruits de clés, une porte qui s'ouvre. Quand il revint, il portait quelque chose de noir et rectangulaire, un étui de guitare. « Ce n'est pas un piano », dit-il, en le posant précautionneusement, « mais c'est ce que j'avais avant, quand j'étais encore celui qui croyait que la musique pouvait sauver le monde. » Il ouvrit l'étui. Une guitare classique magnifique, en bois sombre, reposait dans le velours rouge. Elle semblait ancienne, mais impeccablement entretenue. Elle appartenait à mon grand-père. Il était musicien à Toulouse, pas célèbre, juste un homme qui jouait dans les bars et qui rendait les gens heureux. Il me l'a donnée juste avant de mourir. Il m'a dit « Tant que tu as ça, tu ne seras jamais complètement perdu. » Julien caressa les cordes avec tendresse. Je n'ai pas joué depuis 15 ans. Ma femme détestait ça. Elle disait que ça faisait bohème, pas sérieux pour un chef d'entreprise. Il tendit la guitare à Claire. « Jouez pour moi, s'il vous plaît. Montrez-moi qu'on peut revenir à la vie. Je ne sais pas jouer de la guitare. Essayez quand même. » Claire prit l'instrument avec des mains tremblantes. Le bois était chaud, vivant. Elle posa ses doigts sur les cordes, cherchant une position, n'importe laquelle. Le son qui sortit était faux, maladroit. Mais c'était un son. Pour la première fois depuis des années, Claire Moreau faisait de la musique. Et pour la première fois depuis des années, elle pleura. Les larmes coulaient librement maintenant, trempant la guitare que Claire serrait contre sa poitrine, comme on serre un enfant perdu. Julien ne bougeait pas, ne disait rien, la laissant simplement s'effondrer avec cette grâce particulière de ceux qui connaissent eux-mêmes l'art de se briser. Quand les sanglots se calmèrent enfin, Claire se sentit vidée mais étrangement légère, comme si quelque chose de toxique s'était enfin échappé d'elle. « Pardon », murmura-t-elle en essuyant son visage, avec le dos de sa main. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ne vous excusez jamais de ressentir les choses. » Julien se leva et disparut dans un coin de la cave. Il revint avec une bouteille de whisky et 2 verres. Mon grand-père disait aussi qu'on ne devrait pleurer qu'avec de l'alcool dans le sang. Ça aide à transformer le chagrin en quelque chose de productif. Il servit 2 doigts de liquide ambré dans chaque verre. Claire but une gorgée et sentit le feu descendre dans sa gorge. Elle n'avait pas bu de whisky depuis son mariage, quand Marc aimait encore l'impressionner avec ses connaissances en spiritueux. Votre grand-père avait l'air d'un homme sage. C'était un ivrogne qui a quitté ma grand-mère pour une chanteuse de cabaret. Julien sourit avec tendresse. Mais il savait vivre. C'est plus que ce qu'on peut dire de la plupart d'entre nous. Claire reposa la guitare avec précaution et but une nouvelle gorgée. La chaleur du whisky se mêlait à celle du feu, créant une bulle de confort, presque douloureuse tant elle contrastait avec sa vie habituelle. « Racontez-moi, dit-elle, pourquoi votre femme vous a vraiment quitté ?» Julien se rassit, le verre entre ses mains, le regard perdu dans les flammes. « Parce que j'ai oublié la date d'anniversaire de ma fille, encore, pour la 3e année consécutive. » Il rit amèrement. « Ça a l'air ridicule dit comme ça, un divorce pour un anniversaire oublié. Mais ce n'était pas vraiment ça. C'était juste la goutte qui a fait déborder le vase. La preuve finale que j'étais devenu un étranger dans ma propre famille. Quel âge a votre fille ? 9 ans. Elle s'appelle Alice. Elle ressemble à sa mère avec mes yeux gris. Elle joue du violoncelle. Enfin, elle jouait. J'ai raté tous ces concerts pendant 2 ans parce qu'il y avait toujours une réunion urgente, un client important, un deal qui ne pouvait pas attendre. » Sa voix se brisa légèrement. Le jour de son anniversaire, j'étais à Singapour. Une négociation cruciale. Je l'ai apprise à minuit, heure locale, quand j'ai ouvert mon téléphone et vu les 43 messages de ma femme, les photos de la fête où Alice soufflait ses bougies en regardant vers la porte, espérant encore que je débarque. Les vidéos où elle ouvrait mes cadeaux avec un sourire forcé. Et puis le dernier message de Mathilde, ma femme. Juste 3 mots. C'est terminé. Claire sentit son cœur se serrer. Elle connaissait ce moment. Celui où on réalise qu'on a perdu quelque chose d'irremplaçable. Vous êtes rentré par le premier vol.
Mais il était déjà trop tard. Mathilde avait pris sa décision. Elle m'a regardé avec une telle lassitude, Claire. Pas de la colère, ça j'aurais pu gérer. Non, de la lassitude. Elle était fatiguée de m'attendre, fatiguée d'expliquer aux filles pourquoi papa n'était jamais là, fatiguée de dormir seule dans un lit king size, fatiguée d'être mariée à un fantôme. Il vida son verre d'un trait et se resservit. Le pire, c'est que je ne pouvais même pas lui donner tort. J'avais tout sacrifié pour mon entreprise. Mon temps, mon énergie, mon âme. Je me levais à 5 heures pour lire mes emails, je me couchais à minuit après une dernière conférence téléphonique. Les dimanches, je travaillais. Les vacances, j'emmenais mon ordinateur. Noël dernier, j'ai passé 2 heures au téléphone pendant le dîner. Alice a renversé son verre et je l'ai grondée parce qu'elle m'avait dérangé. Sa main tremblait légèrement en tenant son verre. Je suis devenu mon père, l'homme que j'ai juré de ne jamais devenir. Lui aussi était un bourreau de travail. Lui aussi a raté mon enfance. Je le détestais pour ça. Et j'ai fait exactement la même chose. Claire tendit la main et, dans un geste spontané qui l'a surpris elle-même, la posa sur celle de Julien. Sa paume était chaude, solide, humaine. Vous pouvez encore changer, c'est ce que tout le monde dit. Mon avocat, mon psy, mon assistant. Mais comment? Comment on défait 15 ans de mauvaises habitudes? Comment on redevient vivant quand on a oublié ce que ça fait? Peut-être qu'on ne défait pas, peut-être qu'on construit juste quelque chose de nouveau par-dessus. Julien la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. C'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes ma tentative de construire quelque chose de nouveau. Même si c'est pathétique, même si c'est désespéré, ce n'est pas pathétique, dit Claire doucement. C'est courageux. Demander de l'aide, c'est toujours courageux. Ils restèrent silencieux un moment, la main de Claire toujours posée sur celle de Julien. Le feu crépitait. Dehors, Paris continuait sa vie nocturne, indifférente à ces deux naufragés qui essayaient de se sauver mutuellement. « Et maintenant ?» demanda finalement Claire. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Julien sourit, et ce sourire avait quelque chose de jeune, presque espiègle. « On recommence à vivre, vous et moi. On se rappelle comment on fait. Je ne suis pas sûr de m'en souvenir, moi non plus, mais on peut apprendre ensemble. » Disque. Des notes de jazz s'élevèrent, sensuelles et mélancoliques. « Miles Davis » reconnut Claire. « Kind of Blue ». Julien lui tendit la main. « Dansez avec moi ». Claire rit, incrédule. « Je n'ai pas dansé depuis mon mariage, et même ce jour-là, j'étais nulle. »« Parfait, moi aussi. » Elle prit sa main et se laissa tirer debout. Ils se tinrent maladroitement, sans savoir où poser leurs mains, comment bouger leurs pieds. Mais peu à peu, ils trouvèrent un rythme. Pas un rythme de danse, juste un balancement, lent, presque immobile. Claire posa sa tête contre l'épaule de Julien et ferma les yeux. Il sentait le whisky et cette eau de Cologne chère et quelque chose d'autre, quelque chose de vulnérable. Elle sentit ses larmes monter à nouveau, mais cette fois, elles n'étaient pas que de tristesse. C'étaient aussi des larmes d'espoir. Pour la première fois depuis son divorce, Claire Moreau se sentait moins seule. Claire se réveilla sur le canapé en cuir, avec une couverture qu'elle ne se souvenait pas avoir tirée sur elle. La lumière grise du matin filtrait à travers un soupirail qu'elle n'avait pas remarqué la veille. Son téléphone affichait 6h23. Elle avait dormi là. La panique s'empara d'elle. Elle se redressa brusquement, cherchant Julien du regard. Il était assis dans le fauteuil en face, encore habillé, un livre ouvert sur les genoux. À la lumière du jour, il semblait plus âgé, plus fatigué. Les cernes sous ses yeux trahissaient une nuit blanche. « Vous êtes resté là. »« Toute la nuit ?» demanda Claire, la voix rauque. « Je ne dors plus beaucoup de toute façon. » Il referma son livre. « Café ?» Il tendit une tasse fumante qu'elle n'avait pas vue. Claire la prit avec reconnaissance. Le café était fort, amer, parfait. « Il ne s'est rien passé, » dit Julien comme s'il lisait dans ses pensées. « Vous vous êtes endormie vers 2h du matin. Je vous ai couverte et j'ai lu. Fin de l'histoire. » Claire sentit un mélange étrange de soulagement et de déception. Elle but son café en silence, essayant de rassembler ses esprits. À la lumière du jour, toute cette soirée semblait irréelle. Une serveuse et un PDG qui dansent dans une cave et se racontent leur vie. Ridicule. « Je dois y aller. »
dit-elle en se levant trop vite. Sa tête tournait légèrement. Mon service commence à 10 heures. Appelez et dites que vous êtes malade. Je ne peux pas me permettre de perdre une journée de salaire. Julien se leva aussi, glissa la main dans sa poche et en sortit une liasse de billets. Claire sentit la colère monter en elle. Je ne suis pas une prostituée que vous payez pour avoir dormi là. Ce n'est pas ce que je fais. Il posa les billets sur la table. C'est pour que vous puissiez vous permettre de prendre une journée sans paniquer. Considérez ça comme un investissement dans votre renaissance. Je ne veux pas de votre argent, alors considérez ça comme un prêt. Vous me rembourserez quand vous serez redevenu pianiste. Claire le dévisagea, cherchant l'insulte, la incondescendance. Mais elle ne vit que de la sincérité dans ses yeux fatigués. Je ne peux pas accepter. Pourquoi? L'orgueil? Julien s'approcha d'elle. L'orgueil, c'est un luxe de riche, Claire. Vous n'en avez pas les moyens. Moi non plus, d'ailleurs. Prenez l'argent, appelez votre patron, et passez cette journée à vous rappeler qui vous étiez avant que la vie ne vous dévore. Sa voix se fit plus douce. S'il vous plaît, laissez-moi faire au moins ça. Laissez-moi croire que je peux encore servir à quelque chose d'autre qu'à signer des chèques et à ruiner des vies. Claire regarda les billets. 500 €. Une petite fortune pour elle, une somme dérisoire pour lui. Elle pensa à Patrick qui l'attendait au bistrot, à ses pieds gonflés, à sa fatigue chronique. Elle pensa aussi à la musique qu'elle avait arrêté d'entendre. « D'accord », murmura-t-elle, « mais ce n'est pas un cadeau, c'est un prêt. » Le sourire de Julien illumina son visage fatigué. « Un prêt, c'est noté, Claire. » Appela Patrick depuis le téléphone de Julien. Le patron grogna, mais accepta qu'elle prenne sa journée. Elle pouvait l'entendre calculer mentalement comment il allait se débrouiller sans elle. Ça lui fit du bien, étrangement. Savoir qu'elle manquerait à quelqu'un, même à son patron acariâtre. « Maintenant quoi ?» demanda-t-elle, après avoir raccroché. « Maintenant, on sort de cette cave, et on va faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis des années. Quoi donc? On va perdre notre temps. » Ils remontèrent l'escalier de service et émergèrent dans le hall de marbre. Le portier les salua avec un respect obséquieux qui mit Claire mal à l'aise. Elle était consciente de son apparence négligée, de son imperméable bon marché, de ses chaussures fatiguées. À côté d'elle, Julien semblait sortir d'un magazine. Dehors, la pluie avait cessé, mais le ciel restait gris. Paris sentait l'humidité et le café. Les premiers travailleurs se pressaient vers le métro, le visage fermé, perdus dans leur pensée. « Vous avez déjeuné ?» demanda Julien. « Il est 6h30 du matin, justement. Je connais un endroit. » Ils marchèrent dans les rues mouillées, côte à côte, mais sans se toucher. Claire sentait les regards des passants, se demandant quelle histoire ils imaginaient. Un couple illégitime, un père et sa fille, une employée et son patron. Ils s'arrêtèrent devant une petite boulangerie où la lumière chaude contrastait avec le gris du matin. L'odeur du pain frais les enveloppa comme une promesse. « 2 pains au chocolat et 2 cafés », commanda Julien. Ils s'assirent à une minuscule table près de la fenêtre. Le pain au chocolat était encore tiède, le chocolat fondant. Claire mordit dedans et sentit quelque chose se détendre en elle. Quand avait-elle mangé un vrai pain au chocolat pour la dernière fois? Pas ces trucs industriels qu'on vendait au bistrot, mais un vrai, fait avec du beurre et de l'amour. « Bon ?» demanda Julien. « Paradisiaque. » Ils mangèrent en silence. Observant Paris se réveiller, une vieille dame promenait son chien, un adolescent passait en skate. La vie ordinaire, magnifique dans sa banalité. « Vous savez ce qui me manque le plus ?» dit soudain Julien. « Ça, ces moments où on ne fait rien d'important. Où on ne produit rien, où on ne gagne pas d'argent, où on existe juste. » Claire lécha le chocolat sur ses doigts. « Moi, je ne savais plus que ces moments existaient. Alors on va se les rappeler, vous et moi. On va passer cette journée à ne rien faire d'utile. Vous avez vraiment le temps. » Julien sortit son téléphone de sa poche et l'éteignit ostensiblement. « Maintenant, oui. » Claire le regarda faire, fascinée. Un homme qui gagnait probablement des milliers d'euros par heure, qui éteignait son téléphone comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et si quelque chose d'urgent se passe, alors ils se débrouilleront sans moi. Et vous savez quoi? Le monde ne s'écroulera pas. Il tendit la main à travers la table. Alors, Claire, Moreau,
Prête pour une journée de vie? Elle regarda cette main tendue, cette invitation à l'imprudence. Toute sa vie, elle avait été raisonnable, responsable, sage. Et où ça l'avait menée? À un studio minable et à des rêves morts. Elle prit sa main. Prête. Ils marchèrent sans but précis, laissant leurs pas les guider. Paris se révélait différente à cette heure matinale, plus douce, moins pressée. Julien l'emmena le long de la Seine où les bouquinistes installaient leurs boîtes vertes. Il s'arrêta devant l'une d'elles, farfouillant parmi les livres anciens avec une excitation enfantine. « Tenez !» dit-il en tendant à Claire un volume fatigué. « Baudelaire, Les fleurs du mal, édition de 1868. C'est précieux, je ne peux pas. C'est pour vous. Quelque chose me dit que vous aimez la beauté torturée. » Claire ouvrit le livre. Les pages sentaient le vieux papier et la poussière, cette odeur des choses qui ont survécu au temps. Elle lut au hasard. « Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. » Les mots résonnèrent dans sa poitrine comme une cloche qu'on frappe. « C'est magnifique et triste, comme vous. » Elle releva les yeux, prête à protester, mais quelque chose dans son regard l'arrêta. Il ne la jugeait pas, il la voyait simplement. « Je ne suis pas triste, je suis juste, fatigué. C'est la même chose. La fatigue, c'est juste de la tristesse qui a duré trop longtemps. » Julien paya le livre, et ils continuèrent leur marche. Ils traversèrent le pont des Arts, où des amoureux avaient accroché des cadenas avant que la ville ne les enlève. Des cicatrices métalliques témoignaient encore de ces promesses d'éternité. « Vous croyez encore à l'amour » demanda Claire. « Même. Trop intime, trop direct. » Mais Julien ne sembla pas choqué. « Je crois que j'ai oublié comment on fait. J'aimais ma femme, vous savez, vraiment. Mais quelque part en chemin, j'ai oublié de le lui montrer. J'ai oublié que l'amour, ce n'est pas un état permanent. C'est un verbe, quelque chose qu'on doit me faire tous les jours. » Il s'accouda au parapet, regardant l'eau grise de la Seine. « Et vous? Vous croyez encore ?» Claire réfléchit honnêtement à la question. « Je ne sais pas. Après Marc, j'ai cru que c'était fini pour moi. Qu'à 45 ans, avec mon corps fatigué et mon cœur abîmé, personne ne voudrait plus de moi. Qu'il ne me restait plus qu'à devenir une de ces vieilles femmes invisibles qu'on croise dans le métro. Vous n'êtes pas invisible. Si, je le suis devenu. Progressivement. D'abord, les hommes ont cessé de me regarder dans la rue. Puis les vendeuses dans les magasins m'ont appelé Madame, avec ce ton respectueux qu'on réserve aux femmes âgées. Et puis mes propres enfants ont arrêté de me voir comme une personne et ont commencé à me voir comme une fonction. Maman, la distributrice automatique d'amour et de conseils. Sa voix se brisa légèrement. Vous savez ce qui fait le plus mal? Ce n'est pas d'avoir perdu mon mari, c'est d'avoir réalisé que je m'étais perdu. Moi-même, bien avant qu'il ne parte. Je me suis effacée toute seule, bouchée après bouchée, sacrifice après sacrifice, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Julien se tourna vers elle et, dans un geste qui la paralysa, caressa doucement sa joue. Il reste quelque chose. Je le vois, cette étincelle qui refuse de s'éteindre complètement, cette rage contre la résignation. Claire sentit son cœur battre trop fort. Personne ne l'avait touché ainsi depuis des années, avec tendresse, avec attention. « Pourquoi vous faites ça ?» murmura-t-elle. « Vraiment, pourquoi moi? Parce que vous me rappelez ce que j'ai perdu, et parce que je veux croire qu'on peut le retrouver. » Mouche passa sous le pont, rempli de touristes qui photographiaient tout. Claire et Julien les regardèrent en silence, conscients de former un tableau qu'ils ne comprenaient pas encore eux-mêmes. « J'ai peur, » avoua Claire. « De quoi? De ça, de vous, de ce que je ressens. J'ai 48 ans, je suis serveuse, je vis dans un... Me taudis, vous êtes PDG, vous vivez dans un appartement haussmannien, vous conduisez une Mercedes. On ne vient pas du même monde, justement. Peut-être que c'est ce qui fait que ça peut marcher. Ou c'est ce qui garantit que ça va échouer. » Julien sourit tristement. « Vous avez probablement raison. Mais on peut quand même essayer, non? Même si c'est juste pour aujourd'hui. Même si demain, tout redevient comme avant. » Claire le regarda longuement. Cet homme brisé qui lui ressemblait tellement. Cet homme qui avait tout et rien à la fois. « D'accord, » dit-elle finalement, « juste pour aujourd'hui. » Ils reprirent leur marche, cette fois main dans la main. Un geste simple qui semblait monumental. Les doigts de Julien étaient chauds, solides.
Les siens étaient rugueux, abîmés, mais enlacés, ils formaient quelque chose de complet. Ils s'arrêtèrent devant Notre-Dame, toujours en reconstruction après l'incendie. Les échafaudages formaient comme une cage autour de la cathédrale blessée. « C'est nous », dit Claire. « Brûlés mais pas détruits. En reconstruction perpétuelle, vous êtes poète. »« Non, juste réaliste. » Julien l'attira contre lui et cette fois, Claire ne résista pas. Elle posa sa tête contre son torse et entendit son cœur battre. Un rythme régulier, rassurant, la preuve qu'il était vivant, qu'ils étaient vivants tous les deux. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, on fait quelque chose de complètement fou. Plus fou que tout ce qu'on a déjà fait ?» Il rit, un son joyeux, et qui l'a surpris. « Beaucoup plus fou. Venez. » Il héla un taxi et donna une adresse que Claire ne reconnut pas. Ils roulèrent vers la périphérie, laissant derrière eux le Paris touristique pour un Paris plus brut, plus authentique. Le taxi s'arrêta devant un magasin de musique. Pas une grande chaîne, mais un petit commerce familial, avec des guitares et des pianos en vitrine. « Qu'est-ce qu'on fait là ?» Julien paya le chauffeur et se tourna vers elle. « On vous trouve un piano. Je vous ai dit que je... » « Ne pouvez pas, vous ne pouvez pas l'acheter, mais vous pouvez le louer, et moi, je peux payer la location. Non, si, considérez ça comme un investissement, dans votre avenir, dans notre reconstruction mutuelle. » Claire secoua la tête, partagée entre l'envie de fuir et celle de pleurer. « Pourquoi vous faites ça ?» Julien prit son visage entre ses mains et la regarda dans les yeux. Parce que si je peux vous aider à retrouver votre musique, peut-être que j'apprendrai à retrouver la mienne. Parce que vous sauvez, c'est peut-être ma seule chance de me sauver moi-même. » Il l'embrassa doucement. Un baiser qui ne demandait rien, qui offrait tout. Un baiser qui goûtait l'espoir et le désespoir mêlés. Quand ils se séparèrent, Claire tremblait. « D'accord, » murmura-t-elle. « Trouvons-moi un piano. » Le magasin sentait le bois verni et les cordes neuves. Un homme d'une 60aine d'années les accueillit avec un sourire chaleureux. Il avait ce regard particulier des gens qui ont passé leur vie à aimer la musique, pas seulement à la vendre. « Nous cherchons un piano, » dit Julien. « Pour madame, à louer. » Le vendeur se tourna vers Claire et quelque chose dans son expression changea. Un musicien reconnaît toujours un autre musicien, même brisé. « Vous jouez depuis longtemps ? » « Je ne joue plus, depuis 26 ans. »« Mais vous avez joué, » insista-t-il. Ce n'était pas une question. Claire hocha la tête, la gorge serrée. « Conservatoire de Paris, il y a une éternité. » Le vieil homme sourit comme s'il venait de recevoir un cadeau. « Alors vous n'avez pas arrêté de jouer. Vous avez juste arrêté de toucher un clavier, ce n'est pas la même chose. » Il les conduisit à l'arrière du magasin où une douzaine de pianos attendaient, silencieux et patients. Des droits, des quarts de queue, des numériques. Claire sentit son cœur se serrer en les voyant. « Essayez-les », l'encouragea le vendeur. « Prenez votre temps, trouvez celui qui vous parle. » Claire s'approcha lentement du premier piano, un droit en acajou. Elle effleura les touches du bout des doigts, comme on caresse quelque chose de précieux et de dangereux à la fois. « Jouez », murmura Julien derrière elle. « Je ne peux pas. Vous pouvez, et vous devez. » Les mains de Claire tremblaient quand elle les posa enfin sur le clavier. Pendant un long moment, elle resta immobile, sentant le poids familier des touches sous ses doigts. Puis, sans réfléchir, elle laissa ses mains trouver leur chemin. Les premières notes de la sonate au clair de lune, et s'élevèrent, hésitantes, imparfaites. Claire se trompa, recommença, se trompa encore. Ses doigts refusaient d'obéir, raides après tant d'années d'inactivité. Mais, peu à peu, la mémoire musculaire revint. Les notes se firent plus fluides, plus assurées. Claire ferma les yeux et se laissa emporter. Elle retrouvait quelque chose qu'elle croyait mort, cette sensation de ne faire qu'un avec la musique, de laisser son corps devenir instrument, de s'oublier complètement dans le flot des notes. Quand elle rouvrit les yeux, des larmes coulèrent sur ses joues. Julien la regardait avec une expression qu'elle ne sut déchiffrer. Le vendeur avait les yeux brillants. « Voilà, » dit simplement le vieil homme, « vous n'aviez pas arrêté. » Claire essuya ses larmes avec rage, en colère contre elle-même d'être si émotive, en colère contre le monde entier de lui avoir volé ça pendant 26 ans. C'était nul.
Mes doigts ne suivent plus. C'était magnifique, corrigea Julien. C'était la chose la plus magnifique que j'ai jamais entendue. Le vendeur hocha la tête. Vos doigts retrouveront leur agilité. Ça prend du temps, mais la musique ne nous oublie jamais, même quand nous l'oublions. Ils essayèrent 3 autres pianos avant que Claire ne trouve celui qui lui parlait. Un piano droit Yamaha, pas trop grand, avec un son chaud et généreux. Pas un piano de concert, mais un piano d'appartement. Un piano pour réapprendre. Vous pouvez le livrer où ? Demanda Julien. Claire lui donna l'adresse de son studio à Montreuil. Le vendeur nota sans sourciller, bien que l'adresse trahisse clairement la modestie de son logement. Ça montera par l'escalier ? S'inquiéta-t-il. C'est au 2e étage. L'escalier est étroit, mais ça devrait passer. Julien régla les 6 premiers mois de location, plus la livraison et l'accord. Une somme qui fit tourner la tête à Claire. Le vendeur leur serra la main avec chaleur. Prenez-en soin. Et surtout, jouez. Tous les jours. Même 5 minutes. Ne laissez plus jamais le silence gagner. Dehors, Claire se sentait étourdie. Le monde avait basculé en quelques heures. Hier encore, elle était une serveuse résignée à son sort. Aujourd'hui, elle allait avoir un piano dans son studio. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle. « Ne dites rien, vivez, c'est tout. » Ils déjeunèrent dans une petite crêperie bretonne où le cidre coulait à flots et où les galettes au sarrasin vous réchauffaient l'âme. Claire ne se souvenait pas avoir ri autant depuis des années. Julien lui racontait des anecdotes de ses débuts en entreprise quand il travaillait encore dans un garage avec 2 associés qui sont partis depuis. On dormait à côté des serveurs pour économiser le loyer, on mangeait des pâtes 3 fois par jour et on était heureux. On croyait qu'on allait changer le monde. Et vous l'avez changé. Non, le monde m'a changé. C'est différent. L'après-midi fila comme du sable entre les doigts. Ils visitèrent une exposition de photographie au jeu de paume, s'assirent dans les jardins des Tuileries malgré le froid, achetèrent des marrons chauds à un vendeur ambulant. Des gestes simples, ordinaires, qui prenaient une saveur extraordinaire parce qu'ils les faisaient ensemble. 8 heures, le téléphone de Claire sonna. Léa, sa fille. « Maman, tu vas bien ? Patrick m'a appelé. Il disait que tu étais malade. » Claire sentit la culpabilité la mordre. Elle avait menti. Elle n'était pas malade. Elle était juste en train de vivre. « Oui, chérie, juste. Un peu de fatigue, rien de grave. Tu es sûre ? Tu veux que je passe ce soir ? Non, non, repose-toi. On se voit dimanche comme prévu. » Elle raccrocha avec un poids sur le cœur. Même dans ces moments de bonheur, la culpabilité la rattrapait. « Votre fille ?» demanda Julien. « Oui, elle s'inquiète, c'est une bonne fille. Elle est occupée avec sa propre vie. Un mari, 2 enfants, un travail prenant. Elle m'appelle par devoir, pas par envie. Vous êtes dur avec elle, je suis réaliste. » Julien prit sa main. « Ou alors vous avez peur de demander plus, peur de déranger, peur d'être un fardeau. » Claire ne répondit pas parce qu'il avait raison et que ça faisait mal. « Ma fille Alice ne m'appelle presque plus, » dit Julien doucement. « Elle décroche quand je l'appelle, mais je sens qu'elle préférerait ne pas avoir à le faire. J'ai gâché tellement de choses, raté tellement de moments. Elle ne me fait plus confiance pour être là. Vous pouvez reconstruire, peut-être, ou peut-être que certaines choses, une fois cassées, ne se réparent jamais vraiment. » Ils restèrent silencieux, côte à côte sur un banc gelé, regardant les gens passer. La nuit tombait sur Paris, allumant les lampadaires un à un. « Rentrons, » dit finalement Julien. « Je vous raccompagne. » Dans le taxi qui les ramenait vers Montreuil, Claire appuya sa tête contre l'épaule de Julien. Elle sentait sa journée magique toucher à sa fin. Demain, elle redeviendrait une serveuse. Lui redeviendrait un PDG. Cette parenthèse se refermerait. « Ne partez pas !» murmura-t-elle sans réfléchir. « Quand on arrivera chez moi, ne partez pas tout de suite. » Julien l'embrassa sur le front. « Je ne partirai pas. » Le studio de Claire était exactement ce à quoi Julien s'attendait, et pire encore. 20 mètres carrés où s'entassait une vie entière réduite à l'essentiel. Un canapé lit défoncé, une kitchenette minuscule, une salle de bain dont la porte fermait mal. Les murs lépreux pleuraient leur humidité, et le radiateur émettait un sifflement malade. Claire alluma la lumière avec un geste d'excuse. « Je sais, ce n'est pas le 16e arrondissement, c'est chez vous, c'est tout ce qui compte. »
Ils mentaient, et ils le savaient tous les deux. Mais c'était un mensonge gentil, et Claire l'accepta comme tel. Elle mit de l'eau à bouillir pour du thé, consciente du ridicule de la situation. Un homme qui buvait probablement du thé à 50 € la boîte, assis sur son canapé troué, dans son studio qui sentait l'humidité et la défaite. « Je peux ?» Julien montrait les quelques photos encadrées posées sur une étagère branlante. « Allez-y !» Il les examina une par une. Claire jeune, éclatante, devant le conservatoire. Claire avec ses enfants bébés, le sourire fatigué mais heureux. Claire le jour de son mariage, en robe blanche, belle et naïve. Vous étiez magnifique, j'étais jeune. Ce n'est pas la même chose, vous êtes toujours magnifique. Claire lui tendit une tasse de thé qu'il accepta sans grimacer malgré le sachet discount qui flottait pathétiquement dans l'eau tiède. Arrêtez de mentir, vous n'avez pas besoin de me ménager, je ne mens pas. Julien posa sa tasse et vint vers elle. Vous ne voyez pas ce que je vois, cette force qui vous a permis de survivre, cette dignité malgré tout, cette étincelle qui refuse de s'éteindre. Il prit son visage entre ses mains. Vous êtes la femme la plus courageuse que j'ai rencontrée, et la plus vivante, malgré tout ce que la vie vous a pris. Claire sentit les larmes monter encore. Elle en avait marre de pleurer, marre d'être cette femme fragile qui s'effondre à chaque gentillesse. Je ne suis pas courageuse, je suis juste têtue, trop bête pour abandonner. C'est la même chose. Il l'embrassa. Pas comme sur le pont ce matin, pas un baiser tendre et hésitant, un vrai baiser chargé de désir et de désespoir mêlés. Claire répondit avec une ferveur qui la surprit elle-même. Ils firent l'amour sur le canapé-lit défoncé, maladroitement d'abord parce que ça faisait si longtemps pour elle et parce qu'il était nerveux malgré son assurance habituelle. Mais peu à peu, ils trouvèrent leur rythme. Claire redécouvrit son corps à travers les mains de Julien, ce corps qu'elle avait négligé, qu'elle avait cru mort. Plus tard, enlacés sous la couverture élimée, ils regardèrent le plafond fissuré sans parler. Dehors, Montreuil vivait sa vie nocturne. Des voix dans la rue, une sirène au loin, le métro qui grondait en passant. « Vous regrettez ?» demanda finalement Claire. « Non. Vous. Non. » Mensonge. Vérité. Elle ne savait plus. Elle regrettait et ne regrettait pas à la fois. Regrettait de s'être donnée si vite à un homme qu'elle connaissait à peine. Ne regrettait pas d'avoir ressenti quelque chose après tant d'années de gel émotionnel. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? La question sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Julien caressa ses cheveux, geste tendre qui lui fit mal tant il était doux. « Je ne sais pas. Je voudrais vous dire que tout va changer. Que demain, on se réveillera et que la vie sera différente. Mais je serai probablement un menteur. Alors dites-moi la vérité. » Il soupira. « La vérité, c'est que demain, je dois aller à Tokyo. 3 jours de réunion cruciale que je ne peux pas annuler. La vérité, c'est que vous allez retourner au bistrot et que vos pieds vont vous faire mal et que Patrick va râler. La vérité, c'est que nos vies sont incompatibles. » Claire sentit son cœur se serrer, mais elle apprécia son honnêteté. « Alors pourquoi ? On a fait ça parce qu'on est humain, parce qu'on était seul et qu'on s'est reconnu, parce que parfois, on a besoin de se cramponner à quelqu'un, même si on sait que ça ne durera pas. » Il se tourna vers elle, et elle vit des larmes dans ses yeux. « Mais je voudrais que ça dure, Claire. Je voudrais vous revoir. Je voudrais que ce ne soit pas juste une nuit. Mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment concilier mon monde et le vôtre. Je ne sais pas comment être l'homme que je voudrais être pour vous quand je suis déjà en train d'échouer à être l'homme que je devrais être pour mes filles. » Claire posa sa main sur sa joue. « Alors ne promettez rien. On a eu aujourd'hui. C'est déjà plus que ce que j'espérais. » Ils restèrent enlacés jusqu'à l'aube, parlant peu, se touchant beaucoup, réapprenant la grammaire de l'intimité. À 6 heures, Julien se rhabilla. Claire le regarda faire depuis le lit, gravant chaque détail dans sa mémoire. « Le piano arrive aujourd'hui, » dit-il en boutonnant sa chemise. « Promettez-moi que vous jouerez, je promets. Tous les jours, même 5 minutes, je promets. » Il s'agenouilla près du lit et prit sa main. « Je reviendrai de Tokyo vendredi. Je peux vous voir ce soir-là ?» Claire sentit l'espoir exploser dans sa poitrine, dangereux et magnifique. « Oui, on dînera ensemble. Pas comme un patron et une serveuse, comme un homme et une femme. »
D'accord. Il l'embrassa une dernière fois, longuement, comme pour graver le goût de ses lèvres dans sa mémoire. À vendredi, Claire Moreau, à vendredi, Julien Mercier. Quand la porte se referma derrière lui, Claire resta immobile, écoutant ses pas décroître dans l'escalier. Puis elle se leva, se doucha, s'habilla. Elle avait un service à assurer. Mais pour la première fois depuis des années, elle le fit en fredonnant. Le piano arriva à 14 heures, porté par 2 déménageurs costauds qui jurèrent en le montant dans l'escalier étroit. Claire les regardait faire, le cœur battant. Encore incrédule. Un piano, dans son studio, comme si sa vie d'avant avait décidé de revenir la hanter. Une fois installé et accordé, le piano occupait presque un tiers de l'espace habitable. C'était ridicule, c'était parfait. Claire s'assit devant le clavier après le départ des déménageurs. Ses mains tremblaient. Elle posa les doigts sur les touches, sans appuyer, sentant juste leur contact familier. Puis, lentement, elle commença à jouer. Les premières notes furent hésitantes, maladroites. Ses doigts refusaient d'obéir, raides après tant d'années. Mais elle persista. Gamme, arpège, les exercices ennuyeux qu'elle avait détestés au conservatoire et qui maintenant lui semblaient aussi précieux que de l'or. Elle joua pendant 2 heures, s'arrêtant seulement quand ses doigts devinrent trop douloureux. Quand elle s'arrêta enfin, elle pleura encore. Mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Les jours suivants passèrent dans un brouillard étrange. Claire travaillait au bistrot avec la même efficacité qu'avant, mais quelque chose avait changé. Elle ne se sentait plus invisible. Chaque soir, elle rentrait dans son studio et jouait 1 heure, 2 heures, parfois jusqu'à minuit. Ses doigts retrouvaient peu à peu leur agilité. La musique revenait, note par note. Patrick remarqua le changement. « T'as l'air différente », grogna-t-il jeudi matin en la regardant servir les cafés. « T'as un amant ou quoi ?» Claire faillit renverser le plateau. « Quoi? Non, je vais juste mieux, c'est tout mouais. » Patrick n'avait pas l'air convaincu. « En tout cas, continue comme ça. Les clients t'aiment mieux souriante. » Léa l'appela jeudi soir. « Maman, j'ai essayé de te joindre hier soir. Tu n'as pas répondu. J'étais occupée. » Occupée? Le ton de Léa trahissait sa surprise. Sa mère n'était jamais occupée le soir. À faire quoi? Claire hésita, puis décida que la vérité, même partielle, valait mieux qu'un mensonge. « Je joue du piano. J'ai loué un piano. » Le silence à l'autre bout fut si long que Claire crut que la communication avait été coupée. « Maman, tu as dit que tu jouais du piano? »« Oui, je sais, c'est fou, à mon âge, mais j'ai eu envie de recommencer. »« Mais comment? Tu n'as pas les moyens de... » « C'est un ami qui m'aide. Ne t'inquiète pas. »« Un ami ?» La voix de Léa monta d'une octave. « Quel ami? Depuis quand tu as des amis qui te payent des pianos ?» Claire regretta déjà d'avoir parlé. « Ce n'est pas important. C'est juste quelqu'un que j'ai rencontré. Un client du bistrot. Un client qui te loue un piano. » Léa ne semblait pas convaincue. « Maman, fais attention. Les hommes ne font pas ça gratuitement. Ils veulent toujours quelque chose en retour. Je suis assez grande pour savoir ce que je fais. C'est ce que tu disais quand tu as épousé papa. » Le coup fit mal parce qu'il était vrai. « Léa, je t'aime. Mais ma vie m'appartient. Si je veux jouer du piano, je joue du piano. Si je veux voir quelqu'un, je le vois. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Je m'inquiète juste. Et pour toi, je sais. Mais arrête, je vais bien, mieux que bien. » Elles raccrochèrent sur un froid qui mit Claire mal à l'aise. Mais elle n'allait pas s'excuser d'être heureuse. Vendredi arriva enfin. Claire termina son service à 17 heures et courut presque jusqu'à son studio. Elle prit une douche, se maquilla avec plus de soin qu'elle ne l'avait fait depuis des années, enfila la seule robe qu'elle possédait encore de sa vie d'avant. Un fourreau noir simple mais élégant qui lui allait encore miraculeusement. 9 heures. À 18h55, Claire était déjà prête, assise sur son canapé, les mains moites. Et si tout ça n'avait été qu'un mensonge? Et s'il ne venait pas? Et si ces 3 jours à Tokyo lui avaient fait réaliser qu'elle n'était qu'une folle parenthèse? 9 heures précises, on frappa à la porte. Julien se tenait sur le palier, un bouquet de roses blanches à la main. Il portait un jean et un pull en cachemire, tenue décontractée qui lui donnait l'air plus jeune, plus accessible. « Vous êtes magnifique !»
dit-il en la regardant de haut en bas. Vous aussi. Ils se sourirent, soudain timides, comme des adolescents à leur premier rendez-vous. J'ai réservé dans un restaurant près d'ici. Rien de trop chic. J'ai pensé qu'on voudrait juste parler, parfait. Le restaurant était un petit bistrot italien tenu par une famille napolitaine. L'odeur d'ail et de basilic les enveloppa dès qu'ils entrèrent. La mama les installa à une table près de la fenêtre avec « force exclamation en italien. « Alors ?» demanda Claire quand ils furent seuls. « Tokyo ?» Julien grimaça. Tokyo était Tokyo. Des réunions interminables, des sourires forcés, des négociations épuisantes. J'ai signé un contrat à 100 millions d'euros et je n'ai ressenti aucune joie. Il prit sa main à travers la table. Tout ce à quoi je pensais, c'était vous. Vous et votre piano. Vous et votre courage. Je ne suis pas courageuse. Je me contente de survivre. C'est la même chose. Ils commandèrent, sans vraiment regarder le menu, trop occupés à se dévorer des yeux. La nourriture arriva, délicieuse et généreuse, mais Claire avait du mal à avaler tant son estomac était noué. « J'ai pris une décision », annonça soudain Julien. « Enfin, j'essaie de prendre une décision. Laquelle ?» Il but une gorgée de vin, cherchant ses mots. « Je vais démissionner. De mon poste de PDG, je vais rester président du conseil d'administration, mais je ne veux plus gérer le quotidien. Je veux récupérer ma vie. » Claire le fixa, bouche bée. « Vous êtes sérieux ? Très. J'y pense depuis des mois, mais je n'avais pas le courage. Vous me l'avez donné, en me montrant qu'on peut encore changer à notre âge, qu'il n'est jamais trop tard. Mais votre entreprise survivra très bien sans moi. Mon numéro 2 est excellent. Elle sera un bien meilleur PDG que je ne le suis devenu. » Il serra sa main plus fort. « Je veux être présent pour mes filles. Je veux les voir grandir avant qu'il ne soit trop tard. Je veux me lever le matin sans cette boule d'angoisse dans l'estomac. Je veux respirer, Claire, et moi ?» La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Julien sourit. « Vous, je veux vous voir jouer du piano. Je veux vous emmener à des concerts. Je veux vous faire découvrir le monde que vous n'avez jamais eu le temps de voir. Je veux vous aimer si vous me laissez faire. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire. « Je suis trop vieille pour vous. Vous avez 2 ans de moins que moi. Je suis trop pauvre. L'argent, j'en ai assez pour 2. Je suis trop abîmé. Moi aussi. » Il se leva, fit le tour de la table et s'agenouilla près de sa chaise sous les regards attendris des autres clients. « Claire Moreau, je ne vous promets pas le grand amour. Je ne vous promets pas que ce sera facile. Mais je vous promets d'être présent, d'être honnête, d'essayer. Laissez-moi essayer. » Claire le regarda à travers ses larmes. Cet homme puissant, à genoux devant elle. Cet homme brisé qui lui ressemblait tant. « D'accord, » murmura-t-elle. « Essayons. » 6 mois plus tard, Claire Moreau donnait son premier concert. Pas Carnegie Hall. Juste une petite salle associative du 11e arrondissement où s'entassaient 50 personnes. Mais c'était son concert, sa renaissance. Dans la salle, Julien était assis au premier rang, tenant la main d'Alice, qui avait finalement accepté de venir. Léa était là aussi, avec Thomas, ses petits-enfants, et même son ex-mari Marc, qui avait eu la décence de rester au fond. Patrick avait fermé le bistrot pour l'occasion, fait rarissime. Claire s'assit devant le piano avec des mains qui tremblaient. Elle regarda le public, ses visages familiers et nouveaux. Puis elle regarda Julien qui lui sourit et articula silencieusement « Respire ». Elle respira. Les premières notes de Chopin s'élevèrent, imparfaites mais sincères. Claire joua comme elle ne l'avait jamais fait, même au conservatoire, parce que cette fois, elle ne jouait pas pour impressionner, elle jouait pour vivre. Quand le dernier accord résonna, le silence dura une éternité. Puis les applaudissements explosèrent. Claire se leva, salua et vit Julien essuyer discrètement ses yeux. Alice applaudissait avec enthousiasme. Même Léa souriait. Après le concert, ils se retrouvèrent tous autour d'un buffet improvisé. Claire flottait sur un nuage, acceptant les félicitations avec un mélange d'incrédulité et de joie. « Fière de toi, maman », murmura Léa en la serrant dans ses bras. « Tu avais raison, il n'est jamais trop tard. » Le soir même, dans l'appartement que Julien et Claire partagèrent maintenant, ils s'assirent côte à côte sur le balcon, regardant Paris s'illuminer.
Tu te rappelles ce que je t'ai dit le premier soir ?» demanda Julien. « Que tu changerais ma vie. Je me suis trompé. » Il l'embrassa tendrement. « Tu as changé la mienne. » Claire rit, ce rire léger qu'elle avait cru perdu à jamais. « On s'est changé mutuellement. C'est mieux comme ça. » Ils restèrent enlacés dans la nuit parisienne. Deux naufragés qui avaient trouvé le rivage. Pas un rivage parfait, pas une fin de conte de fées, juste deux personnes imparfaites qui avaient choisi de se réparer ensemble. Et quelque part dans la nuit, une serveuse jouait du piano. Et un PDG réapprenait à vivre. Et la vie, cette chose terrible et magnifique, continuait de tourner. Mais cette fois, il tournait avec elle, vivant, enfin vivant.